Ça en parle ou pas? Ah. Hop. Hop. J'ai remarqué au générique que les voix du robot, c'était les deux voix des parents mises ensemble. C'est vrai? Ouais, Ah. ce que je Ah trouve ouais. une petite touche un peu sympa. Ouais, c'est clair. Les voix de Alma Jodorowsky et de Sonarlo. Ouais, ok. Moi j'ai quelques réserves quand même vis-à-vis du film. Ah ouais. Ouais. Je trouve que le film se trompe un peu de ton. Je trouve qu'il sait pas trop quoi raconter. Ah bon? Ouais. Je vais développer, ouais. Ah, tu sais que moi j'aime vraiment beaucoup. Hein. Ouais. Ah ouais. Moi j'aime bien parce que, je sais pas, surtout comme premier long métrage. Moi ça me donne envie de savoir ce qu'il va faire par la suite parce que j'ai envie qu'il trouve encore plus de personnalité parce que. Je sais pas, il y a beaucoup de Spielberg et de Miyazaki derrière quoi, mais. Excusez-moi les gars, vous auriez du feu par hasard? Donne-moi une cigarette. Agression. Comment? Comme ça. Ouais? Agression du cigarette. Merci beaucoup mon Ah, frère. je t'en prie. Rien fait. Donc bref, où est-ce que j'en étais? Oui. Justement, comme moi c'est un premier long, j'ai ce côté où ouais, je trouve que le film évoque tout plein de choses, évoque tout plein de signes, mais on fait pas grand chose. Ah non mais vas-y, viens, on commence par ce que t'en as ressenti. Viens, on part de là. Ouais. Sinon je suis tout embrouillé. J'ai pris du plaisir devant le film. On peut partir de ça, je pense. Ok. Il faut toujours partir de son ressenti positif ou négatif. C'est la base de toute chose. Donc ouais, Mais est-ce qu'il y a des ressentis positifs et négatifs à Adam? Est-ce que t'as pris du plaisir ou non, tu vois? Ah ouais, mais du coup le plaisir c'est positif. Allez, t'as 4 heures. Ah ouais, bah ouais. Non, mais j'ai pris du plaisir, j'ai pris un plaisir de spectateur devant le film. C'est quoi un plaisir de spectateur? Le mec vraiment va être chiant Non, pour mais tout, vas-y. tout le truc. Ok. Le film m'a fait réfléchir. Le film m'a rendu actif. Ok. Moi, je sais que mon plaisir de spectateur passe souvent devant ça. Est-ce que je suis actif ou passif devant un film? Ok. Actif, ça peut être actif en termes de divertissement. Quand je regarde un bon film d'action, j'aime bien avoir des belles scènes d'action dans lesquelles je suis actif, je suis investi. Ouais, moi je pense que c'est un plaisir d'activation. Donc là, ouais, j'ai été actif devant le film parce que le film m'a fait réfléchir sur 2-3 trucs, le film m'a fait rire beaucoup. Ok. Le film m'a ému un petit peu. Ok, Donc comment... c'est un truc d'activation. Enfin, Ok. activé le film. Et comment il fait? Par quoi le film passe pour te rendre actif? Qu'est-ce qui fait qu'il te rend actif? Le film me parle dans ce qu'il raconte. Déjà parce que c'est une histoire de science-fiction, ça parle de l'enfance. Ça parle de l'enfance et de la science-fiction. Ça va parler, tu vois, ça parle un peu de robotique, tout ça. Ça va parler ça va parler du rapport aux parents. Moi, c'est toutes ces choses-là qui me parlent. Les thèmes que le film aborde fonctionnent sur moi. Ok. Et donc, comme les thèmes abordés fonctionnent sur moi, alors mon cerveau est actif devant le film. Je suis investi. Oulala. Attends. Parce que ça pourrait très bien te rendre passif. Moi, je trouve qu'à la limite, le petit embarras du film, ça peut être qu'il active tellement de thèmes qui sont chers aux spectateurs, au public d'aujourd'hui, au public qui a été biberonné, habitué à Spielberg et Miyazaki. Miyazaki, j'adore, et Spielberg, je peux bien aimer parfois et puis détester parfois, mais là, c'était pas un jugement quand je disais ça, mais en tout cas, on peut très facilement dire que le public d'aujourd'hui est biberonné par ces deux créateurs et qu'on retrouve énormément de choses dans ce film qui peuvent conforter un public et tu vois le rendre totalement passif parce que vu qu'il rejoue certaines choses que jouaient Spielberg et Miyazaki dans leurs films, du coup tu te fais attraper facilement puis en fait tu rejoues à peu près le même truc et tu pourrais être passif. Bien sûr. Donc, ce truc de tes thèmes un peu de prédilection
qui peuvent résonner en toi, l'enfance, la science-fiction, la relation avec les deux. Bah, du coup, en quoi ça te rend actif? Ça te donne du plaisir parce que tu as du plaisir là-dedans, tu t'y reconnais, tu t'attaches facilement à ces thématiques et à ces trucs-là. Mais qu'est-ce qui te rend actif là-dedans, du coup? D'autant plus parce que ce sont des thèmes que je connais bien. Alors mon cerveau va encore plus donc s'activer pour donc y déceler quelque chose de nouveau, tu vois, dans ce sens-là. Et en fait, comme je suis pas 100% dans la découverte, alors cet effet de non-passivité donc devant le film est d'autant plus grand, tu vois. Oui, d'accord, mais tu vois ce que je veux dire. Vu que c'est un truc que tu connais, du coup c'est une habitude. Donc genre, tu vois, face à l'habitude, on n'est pas actif. L'habitude, c'est quelque chose qui, ça devient des automatismes. Ça te fait ressentir ça, et ça égale ça, donc ça devient un automatisme. Et tu vois, c'est comme sur la route, quand tu connais une route par cœur, du coup t'es en mode oh, je pouvais ne pas avoir d'accident, et ça devient une habitude, des automatismes, et en fait t'as un accident et en fait tu comprends pas le film. Exactement, non mais non, je rigole. Tu sais, dans une route justement que tu prends tous les jours pour aller au lycée, et que du coup tu comprends, que du coup tu connais par cœur, tu vois. Alors, imaginons qu'à un moment il y a un Dodan qui était pas là avant, tu vas d'autant plus le remarquer. Ok. C'est ça que je veux dire. Ok. Tu vois Alors du coup c'est quoi le Dodan qu'il n'y avait pas avant dans ce film? C'est moi, c'est ça que je te demande. Ce que je te demande, c'est qu'est-ce que le film fait qui te rend actif? Parce que là, la thématique et tout, d'accord, mais qu'est-ce que lui, il fait qui te rend actif? Du coup, on en revient à ce que je disais au tout début. Ok. C'est les signes qu'il pose. D'accord. Par exemple, au tout début du film, il y a une scène que j'aime bien, donc juste après la séquence d'intro, il y a l'écran titre qui apparaît, et après on se retrouve donc projeté dans l'époque contemporaine du film. Ok. Et il y a du coup cette chanson des années 50, plus ancienne par rapport à nous, qui est Sunshine Lollipops. Et on arrive sur un orage et on a toutes ces maisons comme ça avec une bulle autour de la maison qui vient protéger donc, cette maison de l'orage. Ok. Et on a par exemple un père qui va jouer au baseball avec son fils, avec de l'orage derrière, et avec cette chanson qui est une chanson du passé. Dans le sens des années 50-60. De notre passé. De notre passé à nous, mais aussi du coup, du passé des personnages. Dans une seule scène, et c'est la scène du début du film, tu vois, il y a 4 comme ça contre-temps. Et ça, c'est une super idée, tu vois. Ouais, carrément. Pour juste parler d'idées, tu vois. Moi, ce qui m'active en tant que spectateur, c'est des idées, c'est des trucs que j'ai jamais vus avant. Ok. Et ça, je l'ai jamais vu avant. Ok, pas mal. Ok, ouais. Je comprends. Moi, il y a un... en vrai, pour te rejoindre, pour développer... compléter ce sur quoi t'es, le fait que ça nous rende actifs. Il y a ce truc de... déjà, c'est un film d'animation, du coup, ça s'adresse aux enfants. Puis là, en plus, vraiment, il y a des enfants, ça s'adresse aux enfants. Mais il y a toujours le truc de, ok, comment est-ce qu'on peut faire... comment on peut donner du plaisir à des adultes devant ce genre de film, comment on peut rendre des adultes actifs, et aussi des enfants actifs, mais en tout cas, tout un public actif devant ce genre de film. C'est un peu toujours... genre l'équation complexe des films d'animation, quoi. Comment tu vas pouvoir allier les deux et je trouve qu'il le réussit super bien, mais justement en plus dans la même tradition que Miyazaki, quoi, dans cette relation avec personnage enfant et qu'est-ce que c'est qu'être adulte, qu'est-ce que c'est qu'être enfant. Le film est traversé par ça, par des choses assez précises en plus, en passant par des robots, donc là ce serait pour te rejoindre dans les trucs qu'on a l'habitude dans les films d'animation Ghibli, etc. Là il y a ce truc la relation adulte-enfant, elle passe à travers des robots, et je trouve vraiment très intéressant. Mais moi je trouve ce qui fait, par exemple, qui te rend actif, c'est, je sais pas, genre la scène où Arco débarque chez Iris, et que donc il y a Mickey qui va le voir, qui le soigne. Mickey étant le robot. Ouais, il y a Mickey qui lui fait les points de suture. Et il y a ce truc où du coup Arco flippe grave parce qu'il a jamais vu de robot de sa vie, et qu'en vrai, comment Mickey est par nature, il pourrait faire peur à n'importe qui, tu vois, avec ses yeux rouges et tout. Genre s'il débarque dans ton dos comme ça la nuit dans une maison, en vrai il te fait peur, tu vois, comme Arco à ce moment-là. Et du coup il y a ce moment assez dingue, je trouve, une sorte d'énigme totale, où il dit comment tu t'appelles, Arco comment, et il lui dit son nom de famille, je sais plus ce que c'est, Arco je sais plus quoi. Et là il lui dit vous n'existez pas, et il bug, tu vois. Et à partir de ce moment il y a quelque chose qui se coud dans le film, où je me dis il y a une sorte de complot, une sorte de truc de, en fait,
on voit qu'en gros la société a un peu régi par les robots. En tout cas, tout ce qui fait... je sais pas, c'est comme si c'était la République était... S'ils vivaient dans une République, la République était constituée de robots. Du coup, genre la police, les assurances, les profs. Donc le grand remplacement est fait par les robots. Et du coup, bah, en gros, c'est eux qui... Je sais pas, c'est le gouvernement, tu vois. Et en gros, c'est eux qui ont le savoir, le pouvoir et tout. Et du coup, je me dis, putain, eux, en fait, ils savent un truc sur ces êtres arc-en-ciel là, qui voyagent à travers le temps. Ils savent un truc et c'est pour ça qu'ils bug à ce moment-là. Ils disent vous n'existez pas, vous n'existez pas. Et ça le fait bugger. Du coup, il y a le moment où il y a les assurances qui viennent récupérer le robot et tout, qui sont des robots qui viennent récupérer le robot pour le réparer. Et moi, je me dis à ce moment-là, quand je sais pas, quand ils vont reboot le robot et que robot Mickey, bah, du coup, ils vont avoir accès à ses souvenirs. Ils vont voir qu'il y a Arco chez lui. Et puis, je sais pas, ils vont débarquer et puis y avoir tout un truc de scénario par rapport à ça parce que je sais pas, il faut surtout pas qu'il y ait de rencontre entre les gens du futur et les gens de l'époque de Iris qui était en 2075. Et tu vois, je m'attends à ça parce que le film te fait croire ça. Et là, c'est là où je veux dire ça me rend actif, c'est que je vais imaginer des choses qui vont pas du tout arriver en fait. Et enfin, tu vois, c'est ce jeu avec le spectateur d'un potentiel scénaristique qui arrive jamais. Moi, je trouve que c'est ça qui te rend actif, surtout quand t'es adulte, tu vois. Où tu vas pouvoir, je sais pas, t'as un inconscient de spectateur, un inconscient collectif, tu vois, où tu vas t'attendre à des choses comme ça qui n'arrivent pas en fait. Bah, comme par exemple, il y a le personnage, enfin, il y a l'espèce de trio, là, les trois frères, Ouais. qui en fait, bah, pendant toute la première partie du film, ils essaient de les poursuivre. Et nous aussi, en tant que spectateurs qui ont l'habitude de voir des films, notre premier réflexe, c'est de se dire, tiens, eux, c'est les méchants. En plus, ils ont des lunettes un peu extravagantes, etc. Enfin, ils sortent le reste du film. Ouais. Et du coup, notre premier réflexe, c'est de se dire, tiens, regarde, eux, ils sont méchants, ils vont les attraper. Mais, voilà. Mais d'ailleurs, ça va avec ce truc de complot. Parce que vu que tu vois directement qu'ils ont les lunettes arc-en-ciel, tu te dis, ah bah eux, c'est un peu des marginaux qui ont vu une fois ce truc et du coup, ils essayent de rétablir la vérité et ils sont contre les robots, tu vois. Peut-être tu pourrais schématiser très rapidement ça. Et puis en fait, pas du tout, c'est pas du tout le cas. Personne ne sait quoi. Enfin, eux, ils ont vraiment vu un truc, mais il n'y a aucun conflit avec les robots et tout, quoi. Mais en fait, j'ai envie de dire, il n'y a aucun conflit tout court dans le film aussi. Parce que, tu vois, la seule scène où il va y avoir un vrai danger, c'est la scène de l'incendie. Bah, du coup, même là, ça vient de la nature. Ouais, mais après, il y a la course-poursuite avec les robots profs, flics. Ouais, mais tu vois, même ça, on sait pas vraiment pourquoi ils veulent les attraper. Enfin, si, genre, ils veulent les attraper. Mais concrètement, et c'est parce qu'eux sont même pas forcément au courant. Parce que, comment dire, ils veulent pas les attraper parce qu'ils savent que Arco vient du futur. Enfin, pas par rapport à ce que nous on sait déjà, mais juste parce que bah, t'as un garçon et une fille qui sont entrés dans une école, tu vois. Et parce qu'ils se sont échappés. Concrètement, c'est ça, c'est rien d'autre. C'est pour ça que je trouve cette scène géniale parce que. Ok, du coup, on a tous les deux dit qu'on adorait le robot et voilà, la première fois qu'on avait parlé du film, je t'avais dit que j'avais adoré le robot parce qu'il y avait ce truc des yeux rouges et que c'était le seul qui avait des yeux rouges, tu m'avais dit ça aussi, je crois. Ouais, alors que tous les autres ont les yeux bleus. Voilà. Donc il y a une inversion. Ouais, c'est ça, il y a une inversion parce que tous les autres peuvent être une menace pour Iris, Arco, parce qu'ils veulent savoir qui est Arco. Ils pourraient l'empêcher qu'il rentre chez lui. Mais ils ont les yeux bleus, tout doux, etc. Ce qui en plus est très malin par rapport à ce que des robots peuvent être dans une société comme ça, où forcément on leur aurait mis des yeux bleus tout doux pour pas faire peur aux gens. Ils ont pas des têtes méchantes naturellement. Ce qui peut être, ce que je trouve vraisemblable et assez intelligent si jamais la société remplaçait les flics par des robots, il ferait dans une société néolibérale, tu vois, il y aurait ce truc d'essayer de rendre doux, alors que des robots auraient des prises de position, auraient des positions très fermes en tant que policiers, tu vois, parce que ils obéissent à des programmes, tu vois. Et je trouve ça super smart. Et le fait que Mickey soit lui réellement le robot gentil, on va dire, lui il a les yeux rouges, je trouve ça passionnant à regarder du coup. Ouais. Mais tu vois, tout ça, oui, je suis d'accord. Mais tout ça, c'est que donné par des signes en fait. Encore une fois, le film en fait rien de ça. Le film dispose ça, et nous, on l'a repéré parce que même on était dans un truc aussi un peu d'analyse vis-à-vis du film, parce qu'on savait qu'on allait en faire une émission. Non, je suis pas d'accord avec toi. Parce que... Non, mais... Vas-y, je te laisse continuer, mais je suis pas du tout d'accord. Et parce que aussi on a peut-être un œil beaucoup plus cinéphile, qui a aussi tout un bagage de yeux rouges égale méchants, etc. Non, je suis pas d'accord. Non, mais vas-y. Maintenant, le film, il dispose ça comme ça,
Mais en fait, il ne le raconte pas ça. Donc, mais tant mieux qu'il nous le raconte pas. ouais, tant mais mieux. tu vois, j'ai quand même ce côté où moi ça me dérange un petit peu, tu vois, parce que. Et... Toi, t'as envie qu'on te raconte des trucs. Course poursuite en trottinette. On s'est fait agresser. Non, mais je veux dire dans le sens où, justement, genre, comme le film en fait rien, moi j'ai un peu un sentiment de frustration en fait vis-à-vis de ça. Je me dis oui, mais je m'imagine du coup Hugo Bienvenu, le réalisateur. Vas-y. En train de réfléchir au film, qui se dit oh tiens vas-y, ça c'est sympa, je le mets là, ça c'est sympa, je le mets là. Et il met 15 000 trucs comme ça pendant tout le film. Mais pour au final ne rien en faire. Mais du coup je me comment pose ça vraiment. Tu peux pas dire ne rien en faire. Bah, excuse-moi, mais tu mens. Non, mais qu'est-ce qu'il Tu en mens fait pas sciemment ou quoi, mais tu peux pas dire qu'il n'en fait rien, puisque tout le long du film, on va déjà ressentir un contraste entre les robots qui ont les yeux bleus, le robot qui a les yeux rouges. Rien que ça, c'est déjà en faire quelque chose en fait. Le fait que tu aies inventé ces personnages et qui vont te faire ressentir un doute par rapport à leur propre nature, c'est ça qui te rend actif. C'est pour ça que moi je trouve que le film te rend actif. Il te rend actif parce que toutes les 2 secondes tu vas douter de soit la nature des 3 gars qui ont les lunettes arc-en-ciel, la nature de ce robot qui a les yeux rouges, la nature des robots qui ont les yeux bleus. Est-ce qu'à un moment ils vont péter un plomb, ils vont être ultra fermes et vont devenir des robots ultra méchants, etc. Est-ce que Mickey, on sent que... Tu sais, le moment où Arco il revient après qu'il ait essayé de partir avec les tuyaux qui font de la flotte partout dans le jardin, etc. Puis en fait il retombe dans le jardin et le premier truc qu'il lui dit c'est une propriété privée. Moi à ce moment-là je me disais oh putain ils l'ont reboot. Du coup, il va être extrêmement ferme et en fait cette fois-ci, il va pas laisser Arco rester dans la maison parce que ça y est, le complot est activé. La preuve du coup juste derrière, il appelle les flics, les autres robots, etc. Alors oui, ça va avec ça, mais en fait, il lui dit ceci est une propriété privée. Du coup, moi je suis en mode ça y est, il va être méchant, il va être le robot ferme qui va empêcher le lien entre Arco et Iris. Et puis en fait, il est très gentil avec lui, mais en fait, il appelle les flics. Et ça, c'est ça que le film y fait. Ce qui nous est donné à voir. C'est que c'est pas juste déposer des signes, c'est qu'on a créé un doute permanent et une tension permanente par rapport à ce que tels éléments graphiques, esthétiques peuvent nous faire ressentir. Donc moi je suis pas du tout d'accord avec toi et heureusement qu'il nous raconte rien par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il pourrait nous raconter? Je sais même pas pourquoi tu dis ça, tu vois, genre non, le fait qu'il le fasse exister, purement exister de cette manière, c'est ça qui crée la tension, qui fait que ça nous rend actifs. Et voilà, et moi je trouve ça génial. Je trouve ça génial et ça me fait penser, on pourrait comparer à Miyazaki, ça me fait penser aux idées les plus géniales de Miyazaki, les moments où il y a ces personnages qui sont entre le méchant et le gentil, genre la sorcière dans le château ambulant par exemple, qui est le mal absolu et qui crée la malédiction sur Sophie au début du château ambulant, et puis après qui devient une toute petite grand-mère qui est, tu vois, où son aspect méchant, personnage méchant est annihilé, et puis elle devient, mais en fait elle conserve en même temps son aspect méchant, puis on pourrait donner 1000 exemples dans toute la filmographie de Miyazaki, tu vois. Et je trouve que c'est la même force, et il le fait différemment. En plus c'est des robots, là ce serait ton Dodan que tu disais tout à l'heure, tu vois, parce que je sais pas, il y a pas de robots je crois dans la filmographie de Miyazaki. Donc ça je trouve que c'est une invention propre à... Bon, si on pourrait comparer à, je sais pas, à Blade Runner, à d'autres trucs, tu vois, mais on s'en fout là. Oui, c'est ça. Mais non, mais je trouve que c'est une pure réussite. C'est une pure réussite graphique, on est dans un dessin animé, tu vois, donc on est dans un truc d'esthétisation pure du monde, c'est complètement réussi. C'est complètement réussi. Il faut que je trouve un feu. Voilà, pour conclure ce que je disais, ce qui est passionnant là-dedans, c'est pas qu'effectivement on nous raconte quelque chose par rapport à ça. Ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'on ait créé ces choses-là et qu'elles sont passionnantes en soi à regarder. Et c'est la première chose que je demande à un dessin animé, c'est qu'on m'invente des choses qui sont en soi passionnantes à regarder. Non, on va prendre ce tunnel-là, parce que là, il y a le tram qui passe. Ouais, donc, mais en fait, tout ça, c'est bien beau, mais je trouve que, comme justement le film parle en partie d'une société futuriste, tout ça, mais du coup, ça crée pas une société, tu vois. Mais on s'en fout. Mais non, je suis pas d'accord. Je comprends pas ce que t'attends du film. Mais, non, mais alors, oui, c'est vrai que oui, après on pourrait dire que je veux que le film soit ce qu'il n'est pas, tu vois. Mais il y a un truc où, moi, à plein de moments, du coup, je me suis demandé, tu vois, parce que, par exemple, pour que le film, justement, développe une espèce de conscience politique, tu vois.
bah il faudrait que on voit les parents de Clifford par exemple. Genre les Quoi parents. Genre non mais je veux dire. Pourquoi? Non mais je veux dire, non mais comment ça se fait, tu vois, que t'as donc les parents de l'héroïne qui sont pas là Ouais. et. Mais c'est passionnant ça. Mais oui, C'est passionnant à regarder. Deux secondes. Ouais, vas-y. Oui, c'est pas. Genre, c'est pas très clair, mais t'inquiète, je vais formuler ça. Alors oui, c'est passionnant, mais du coup, c'est passionnant par rapport à quoi en fait? C'est ça le truc. Mais c'est passionnant en soi, le rapport, les scènes où on voit ces deux parents qui sont en hologramme, le robot qui sert d'entremetteur familial, de nourrice en fait. Mais en fait, juste rien que le plan où elle rentre à la maison et il a une sorte de tablier avec des froufrous et rose, alors que c'est un robot. Bien Et sûr. juste ça, c'est une idée passionnante graphique en fait, et qui est passionnante à regarder. Et le moment où ils sont à table et elle a des dialogues avec ses parents et que lui, il fait ce truc il lui révèle qu'elle allait faire un gâteau pour l'anniversaire de son père ou je sais pas quoi. Mais cette scène, elle marche en elle-même, elle est passionnante en elle-même, et c'est tout. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Mais si, ouais, en fait, moi j'ai quand même vraiment ce sentiment de frustration, justement, que le film va peut-être pas assez loin Mais- dans son. Tu vois, dans la manière du coup dont il dépeint cette société-là, quoi. Mais Je- normal, je- mec, c'est un dessin animé, c'est pas un documentaire, on n'est pas. Enfin, ok, non, là je suis caricatural, mais je comprends pas ce que t'attends de. Je sais pas, par exemple, Miyazaki fait jamais ça, tu vois. Bon, pourtant, t'as pas de problème chez Miyazaki, Non, qu'il ne fasse pas ça. J'ai aucun problème avec c'est un ami. Moi, je l'appelle le maître, pour moi, c'est le maître, donc. Oui, non, bien sûr, évidemment. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais. Non, Donc, mais tu vois, regarde, quelle est la regarde, différence regarde, entre là, par qu'est-ce qui te exemple- dérange ici et qu'est-ce qui te dérange pas chez Miyazaki, par alors exemple- qu'on est non, à mais peu près sur les mêmes par constructions exemple, non. et sur les. Pour rester sur le film et le film en tant que tel, tu vois. Ouais. Il y a cette scène du coup où du coup Iris et Arco. Non pardon, du coup c'est au début du film où du coup il y a Iris et Clifford qui prennent une espèce de petit scooter là comme ça Ouais. sur une roue un peu jaune, un peu rigolo. Ah, mais ça, c'est génial. Non, mais- Vas-y. Il détale comme ça dans les rues et après elle va se garer à l'école. Ouais. Et on voit qu'il y a 15 000 autres scooters pareils. Ouais. Et du coup bah on se dit que bah t'as tous les enfants comme ça Ouais, c'est un Qui truc de ont- société. Là, qui ont les mêmes scooters, ouais. etc. Ça c'est une trop bonne idée. Ouais, bah Hein oui. Ouais. Mais sauf que du coup on voit pas les enfants les utiliser. Mais oui, mais c'est pourquoi c'est une super idée? Parce qu'on nous donne pas de réponse, c'est ça qui nous donne actif devant le film. C'est qu'on est face à une société qui pour nous, je sais pas, n'aurait presque aucun sens. Oui, on bien voit une bagnole dans l'arbre, etc. Et puis il y a ces gosses de 9 ans qui ont des scooters. Je veux dire, pour nous, c'est un non-sens dans notre société. Le premier truc qu'on se dit, c'est mais comment ça, des gosses de 9 ans qui ont un scooter, mais c'est n'importe quoi, ils vont se tuer, il va y avoir. Et ben là, c'est ok. Et on nous apporte pas de réponse, on va pas nous expliquer comment ça marche, machin. Mais c'est ça qui est génial. C'est que le truc, du coup, l'idée, elle est dans ton imaginaire. Et c'est pour ça que c'est un film qui est super réussi pour les gosses. C'est parce que le film déploie l'imaginaire des enfants au lieu de le boucher. Ben, Et après, je retiens cette idée pour plus tard parce que c'est un truc que je veux développer. Mais non mais après oui bien sûr mais sauf que bah du coup c'est pas très intéressant quoi. si, Mais non. si, Mais non, si, mais non, c'est parce que- génialement non, intéressant parce que écoute, ça tombe dans ton imaginaire et du coup c'est à ton imaginaire de. C'est pour ça que le film peut vivre dans ta tête après, c'est pour ça qu'il te rend actif autant en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant. L'enfant après il va rêver de ce truc elle a une sorte de scooter qui plane un petit peu et on sait pas pourquoi mais du coup le gosse qui voit ça après il est libre d'imaginer ce qu'il veut, tu vois. Et pareil, et je veux dire on peut prendre ça pour n'importe quel truc du film, genre le fait qu'il voyage, que les gens soient des arcs-en-ciel. Mais t'imagines s'ils nous en montraient plus, s'ils nous expliquaient comme Nolan ou j'en sais rien qui, tu vois comment c'est, mais Non, mais heureusement. je veux pas. Non, Du coup, le gosse va pouvoir s'imaginer toute sa vie de qu'est-ce que c'est que d'être un arc-en-ciel, genre c'est ouf, tu vois. Non mais je veux pas que le film nous explique, tu vois. Je veux pas avoir un cours de maths. Ok, avec le mais t'as film. dit qu'il voulait qu'il nous raconte. Bah ouais. C'est ça. Mais par Tu pitié vois non, non, mais, par non, mais pitié non. En fait, disons que peut-être que justement je vois le film de notre œil très très actuel aussi. Tu vois, comme du coup c'était futuriste, alors encore une fois réflexe du spectateur, tout ce qu'on voit il faut le questionner. Ouais. Et moi oui. du coup j'ai ce côté où le film ne questionne absolument rien. Mais Quoi. c'est à toi de le questionner, c'est à toi d'inventer. C'est pour ça que le film est génial. T'es en train de me faire encore plus aimer le film. Parce que je l'aime beaucoup, mais c'est ça qui est génial. C'est à toi de le questionner, c'est à toi d'imaginer comment c'est possible que cette société marche comme ça. Moi, à partir du moment où un dessin Oui, animé mais- réussit à faire ça, tu vois, c'est Ouais. comme la planète sauvage. Ouais, bien sûr.
Et Planète Sauvage, je veux dire, il y a plein de trucs complètement extravagants et c'est génial parce que c'est la chose qui est permise dans le dessin animé, c'est que tu peux faire des choses complètement extravagantes comme ça et rien que le fait qu'elles existent esthétiquement, graphiquement, c'est génial et c'est tout, tu vois. Parce qu'après toi t'en fais ce que tu veux. Tu vois, il y a autre chose moi, que j'aime vraiment, par contre, beaucoup dans le film, pour le coup. Ah, attends, il faut qu'on termine ce débat. Ouais, mais... On termine ce débat. Moi, je comprends pas où tu veux en venir, en fait. En fait, je me retrouve avec un film extrêmement, peut-être symbolique, tu vois. Symbolique? Mais oui. Ok, quelle symbolique? Mais la symbolique de l'arc-en-ciel, la symbolique, tu vois, du robot. Encore une fois, il dépose comme ça des signes, il va déposer des éléments. Mais quelle symbolique? Non, mais l'arc-en-ciel se rapporte à quoi? C'est la métaphore de quoi? C'est le symbole de quoi? Je veux bien que tu dises ça, mais c'est le symbole de quoi alors? Le film dépose des éléments comme ça, mais ne les connecte pas entre eux. Ce qui fait que moi, à aucun moment, en fait, pour pouvoir m'émerveiller de ce monde, comme tu dis, pour pouvoir du coup développer une sorte d'imagination, il faut qu'à un moment je croie à ce monde-là. Il faut que je croie à ce qui est montré à l'image. Pourquoi? Mais parce que justement... Excuse-moi, attends, mais c'est extrêmement triste ce que tu me racontes. Non. Pour pouvoir justement... pour que le film vive en moi, il faut que le film ait cette matière à la base qui puisse se développer en moi et vivre en moi, tu vois. Mais c'est ça, mais justement, le film te crée de la matière. Mais je veux dire, dans un dessin... Ah non, attends, on va parler après. Mais donc dans un dessin animé, la matière même, c'est son dessin, c'est son animation, etc. Bien sûr. Et ce qui est passionnant dans un dessin animé, c'est que c'est ça qui vient comme création de matière. Et que là, on est dans l'invention de la création de matière avec tous ces robots, ces arcs-en-ciel, etc. Enfin, je veux dire, ok, par exemple, tu parles de symboles. Je vais continuer à te questionner là-dessus parce que moi, je comprends pas en quoi c'est des symboles. C'est des symboles qui seraient... Enfin, ils se rapportent à rien, le symbole de l'arc-en-ciel. Mais ce qui est passionnant, c'est que la matière même du dessin animé permet qu'un arc-en-ciel puisse bifurquer. Je veux dire, mais ça, dans la tête d'un gosse, mais ça va vivre des dizaines d'années. Le fait que, je sais pas, à 5 ans, tu vois un arc-en-ciel et qu'il bifurque, le fait que le dessin animé permette ça de sa matière même, c'est ça qui est passionnant. C'est pas une question de symbole, c'est pas une question de signe, c'est une question de matière même même esthétique. Donc qu'est-ce que tu veux dire par symbole? En vrai, je pense juste genre symbole, c'était peut-être pas le bon mot déjà. Parce que justement, moi j'ai pensé symbole comme des signaux et comme des éléments qui vont être juste posés là et qui vont être posés là et flotter un petit peu à travers le film, tu vois. Bah ouais, moi, ça s'appelle l'art, l'esthétique et la matière artistique. C'est ça en fait, c'est pas des signes. Oui. c'est ce que moi je trouve purement génial dans le cinéma et dans l'art. Ouais, non mais en fait... C'est la gratuité, c'est pas un signe, c'est la gratuité de la phrase dans un bouquin, c'est la gratuité d'une phrase qui vaut comme pure matière esthétique et comme gratuité esthétique et de plaisir esthétique. Ça, je suis d'accord et évidemment, moi aussi c'est quelque chose qui m'est cher. Mais justement, le film ne va pas justement les utiliser pour ensuite les faire vivre dans ma tête. Mais pourquoi les utiliser? Moi je suis en train de te parler de gratuité et toi tu me dis que tu veux qu'ils les utilisent. Non mais je veux dire utiliser dans le sens où un minimum en faire quelque chose, tu vois, un minimum mais quoi? Ok, mais quoi? Avec son montage, tu vois, pouvoir... Ouais, en fait je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pouvoir le raconter en fait. Pouvoir le... Je sais pas du coup le rescénariser, mais vraiment juste de le raconter en fait. Justement, si ce symbole a été mis là à ce moment-là, c'est parce que Hugo Bienvenu, au moment de faire ses dessins et son storyboard, si ce n'est qu'un storyboard, c'est qu'il avait quelque chose en tête, tu vois. Sauf que moi, à la fin du film, je vois pas ce qu'il avait en tête. Bah moi je te le dis, ce qu'il avait en tête, c'est le pur plaisir de faire bifurquer un arc-en-ciel, parce qu'en fait un arc-en-ciel c'est quelqu'un qui voyage. Parce que le pur plaisir, et là on rejoint Miyazaki, le pur plaisir c'est qu'un enfant, tu vois, elle va à l'école, etc. Puis elle se fait chier, elle se retrouve dans l'herbe à faire ses dessins, elle lève la tête, elle voit un arc-en-ciel, et là bam, ça fait péter l'imaginaire. Et là elle s'imagine qu'il y a quelqu'un qui vit là-dedans. Et d'ailleurs à un moment elle dit à Mickey, est-ce que c'est un léprechaune? Parce que voilà, tu sais, le mythe derrière c'est qu'au bout il y a un lutin. Voilà, il y a un trésor, comme dans la super scène de Florida Project, là, il y a un trésor et il y a un lutin qui le garde. Et donc elle a été nourrie de ce mythe à ce moment-là.
à un moment dans sa vie, et à ce moment-là, quand elle voit l'arc-en-ciel, bam, l'imaginaire explose. Et je veux dire, les 3/4 de Miyazaki sont construits comme ça. Par exemple, je sais pas, son dernier là, Le garçon et le héron, c'est un petit garçon qui est confronté à la lourdeur et à la dureté du monde adulte. Sa maman est morte, il y a la guerre, etc. Il se retrouve dans une maison avec son père et sa nouvelle maman. Et dans ces moments d'errance, il va voir, il va voir un très bel et très étrange et très un héron plein de dualité, et ça fait péter son imaginaire, et puis il voit une tour au bout, et puis cette tour va être le symbole de son imaginaire, et puis on va développer comme ça pendant 1 heure de film l'imaginaire d'un gosse face à la dureté du monde adulte. Et là c'est la même chose dans ce film. Quand Hugo Bienvenu, il a le plaisir de faire bifurquer, par la matière même de son dessin, il va faire bifurquer cet arc-en-ciel, et cette bifurcation, à la limite, moi le seul symbole que je peux voir là-dedans, c'est que cette bifurcation, c'est le symbole de l'imaginaire enfantin. Mais du coup, il va le développer pendant 1 heure de film après. Donc toi, tu demandes qu'il raconte quelque chose avec ça, bah il l'a fait. Je te le dis, il l'a fait. Et que même justement, du coup, quand les parents de Harco débarquent à la fin, du coup, pour faire et le retrouvent, ouais. Ils l'ont retrouvé grâce au dessin dans la caverne. Ouais. Et donc grâce au dessin, et le dessin, ça ramène évidemment à l'enfance. Encore plus quand du coup là c'est des dessins d'enfants quoi. Ouais, et puis d'ailleurs je trouve que c'est même plus que ça, je saurais même pas comment le définir, mais moi c'est ce que je trouve génial, cette idée, enfin je veux dire, on est dans une caverne, donc on est un peu dans... Alors là comme symbole, on pourrait dire que la caverne c'est le truc de, je sais pas, c'est un peu le berceau de l'humanité en termes d'art, donc les dessins dans les cavernes, etc. Et là on le met dans les mains d'un robot, mais c'est génial comme idée, et puis il va pas la développer plus, parce qu'elle est géniale en soi. Parce qu'en soi, elle me donne assez de matière à penser, de me dire pourquoi il a voulu foutre dans les mains, enfin surtout dans le doigt d'un robot, des dessins de cavernes qui après, je sais pas, tu peux... Dans ta tête, tu peux recouper pendant 3 heures sur qu'est-ce que c'est que l'art et qu'est-ce que c'est que l'art délégué à des robots et tout. Enfin, c'est génial. Et c'est génial justement parce qu'il est très très concis sur cette idée. Pas parce qu'il la développe. Moi, je me ferais chier s'il développait cette idée. Heureusement que Hugo Bienvenu soit pas trop immiscé dans cette idée géniale. Il me l'a donné. Ouais. Il l'a donné aux enfants. C'est génial. Tu vois, par exemple, au début du film, pourquoi est-ce que Harco, au début, veut revenir dans le passé ? Parce qu'il veut voir les dinosaures. Ouais. Quand je vois le film, etc., au début, je me dis, tiens, c'est évidemment un symbole de... il veut voir les dinosaures, il veut voir le berceau de la vie, enfin, tu vois, ce truc comme ça un peu. Et comment est-ce que ça s'est résolu ? C'est parce qu'à un moment, dans la super scène de course-poursuite, quand il passe à travers les sacs de classe qui représentent un peu toutes les époques, il passe du coup dans la salle préhistoire avec les dinosaures. Là, t'as Harco comme ça qui lève la tête et qui est émerveillé par un dinosaure. Et ben ça, du coup, c'est super, tu vois. Tu sais, t'as ce visage comme ça sur... du coup, t'as le visage de Harco comme ça avec ce sourire dessus. Et ça, par contre, je trouve que c'est une super idée. Parce qu'il pose ça là, et après, on passe à autre chose, et la course-poursuite continue, et on passe dans d'autres salles. Et ça dure une demi-seconde. Ça, j'aime beaucoup, par contre. Parce que, justement, il y a un peu cet émerveillement de l'enfance qui ressort ici, quoi. Et... Bon, c'est vraiment une qualité, ça par contre, que j'ai dans le film, c'est que le film est vraiment vu du point de vue des 2 enfants. Et c'est un film, comme il parle de l'enfance, alors il va le faire d'un point de vue de yeux d'enfant. Enfin, d'un point de vue d'enfant, quoi. Avec juste ce qu'il faut d'émerveillement sur le monde. Bah ouais, là j'ai envie de développer aussi, parce que c'est un truc... Il y a un mot qui revient énormément dans le film, c'est la lourdeur. Beaucoup de fois, il y a le premier moment où ça arrive, c'est quand il y a les 3 gars là qui essayent de monter, je sais plus où, là, dans la forêt. Et oui, il y en a un qui monter sur un petit tas de c'est ça, il y en a un qui glisse un peu vers la fille, vers Iris. Et il y en a un qui glisse un peu, et du coup l'autre doit le soutenir, et il dit c'est lourd. Il y a le moment où il soulève Mickey quand il a bugué et qu'ils veulent le mettre sur un canapé, et t'as Harco qui dit c'est lourd. Il y a le moment où il essaie de décoller puis il n'y arrive pas parce qu'il a pas son diamant, je sais pas quoi là. Et il dit je me sentais lourd. Je me sens trop lourd, qu'est-ce que je me sens lourd et tout. Mais déjà, moi un truc qui m'intéresse, c'est le fait qu'ils disent c'est lourd quand ils essayent de soulever Mickey ou l'autre, ou le gars là, les gars là qui sont dans la forêt. Ils disent c'est lourd, mais toi tu dis jamais ça. Par exemple, si je sais pas, si tu dois me soulever, tu dis pas c'est lourd. Moi je suis pas une chose, tu dis il est lourd.
Personne dit ça. Et du coup, le fait qu'ils disent c'est lourd, je me suis dit, ah ok, Hugo Bienvenu essaye de chercher la lourdeur dans son film et dans un truc enfantin, etc. Et je veux dire, là ce que je dis, pareil, c'est un truc purement de matière. Par rapport au dessin animé, c'est dur de faire ressentir la lourdeur dans un dessin animé. Un dessin animé, c'est super facilement léger. Dans un film, tu veux montrer la lourdeur, vu que c'est captation réelle, le spectateur peut facilement ressentir la lourdeur tant que tu mets bien en scène ton truc, tu vois. Mais dans un dessin animé, c'est super dur, c'est des dessins. Comment tu fais ressentir qu'un robot est lourd? Du coup là ça passe pas en disant c'est lourd. Mais du coup il y a ça déjà. Il y a le truc de faire ressentir la matière et le poids de la matière matériellement, esthétiquement dans un film d'animation. Mais il y a aussi, je pense, le truc qui traverse Hugo Bienvenu, de donner un peu d'épaisseur et de lourdeur dans un film enfantin. Et moi je trouve qu'il y arrive super bien. Mais pas que de manière thématique, tu vois. Surtout qu'en plus, voilà, du coup, ça fait un peu sens avec ce que je disais juste avant. Parce que quand t'es enfant, tu trouves tout lourd. Ouais. Tu portes une brique de lait en sortant du supermarché. Pour toi, elle est super lourde, tu vois. Tu galères à la porter. Et ouais, et après même, tout est plus grand, tout est plus... Ouais. Et ouais, même ça, du coup, ça fait sens avec le fait que le film est vu du point de vue uniquement des deux enfants, en fait. Ah bien, aussi un autre truc par rapport à notre débat de tout à l'heure. Tu sais, le fait, la première fois qu'on voit les gens de 2075 là, avec la chanson là, Lollipops, je sais pas quoi. Ouais. Sunshine Lollipops. Ouais, c'est ça. La première fois qu'on les voit dans leur jardin et tout, tu sais, ils ont des lunettes bizarres sur les yeux. On voit pas leurs yeux du coup. Puis le père de Iris a ça aussi la première fois qu'on le voit sur l'hologramme. Et c'est quoi ces trucs? Mais c'est génial. On ne sait pas ce que c'est, mais c'est génial. Parce que moi, je me suis dit, ok, ça va être une sorte d'outil pour genre un peu travailler en permanence. À mon avis, tu vois, c'est le premier truc que je me suis dit, mais ça peut être 1000 trucs. Hein. Et genre les lunettes, avec interface un peu intégrée, ou voilà. Et du genre. Tu peux gérer tes mails en parlant des gens, quoi. Du genre télétravail, ce qui est logique, tu vois. On a le téléphone portable, le travail nous poursuit tous les jours et même si tu fais un 8 heures de taf, en vrai tu vas quand même recevoir un mail de ton N+1 à un moment et du coup tu vas jamais vraiment sortir de ton taf et tout. Et la suite logique d'un capitalisme de ce genre, ce serait des lunettes ou l'implant carrément. Là on est pour l'instant, les mecs de la Silicon Valley ils essayent autant de faire des lunettes que des implants. Donc moi forcément tout de suite je pense à ça, je me dis là son père il est en train de bosser en même temps qu'il leur parle quoi. Pas forcément de bosser à 100%, mais des petits trucs comme ça, comme t'as dit des mails, tu vois. C'est génial. On nous a montré ça, mec, c'est génial. Heureusement qu'ils développent pas plus. Heureusement, ça, c'est génial parce qu'ils développent pas plus. Ouais. Ouais. Ah, tu vas pas me dire que tu vas encore une fois être d'accord avec moi au final. Non, pas cette fois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est moi qui vais faire le montage, donc à tout moment je coupe tout. Et... après moi il y a autre chose que je trouve vraiment beau dans le film. Il y a une scène, tu vois, où il y a Arco qui décrit donc son monde, donc le futur, à Iris, c'est ça. Et du coup il y a Iris qui est en train de le dessiner, tu vois. Et moi en tout cas c'est quelque chose que je vois rarement dans le cinéma d'animation. Ouais. C'est quand dans un dessin animé t'as un personnage qui dessine, tu vois. C'est voilà. Mais en plus, elle dessine pas n'importe quoi, elle dessine des choses que nous on a vues déjà une demi-heure avant dans le film, quoi. Donc il y a ce côté un peu de mise en abîme que moi j'aime beaucoup. Mais c'est pas tout, c'est aussi souvent le dessin, encore plus quand t'as un personnage qui va se rappeler d'un lieu que lui connaît et qui va le dessiner. Évidemment c'est le lieu que tu as connu par le passé. Donc là c'est quelque chose c'est un lieu que le spectateur et que les personnages ont connu précédemment, mais sauf que c'est un lieu qui est dans le futur. Moi ça je trouve ça assez beau en fait, parce que je trouve ça assez beau que à ce moment-là, Hugo Bienvenu, le film, utilise le dessin pour justement faire ressentir à ces personnages une espèce de nostalgie en fait, mais du coup d'un lieu qui n'existe pas encore. Et tout le film est un peu comme ça sur ces trois tableaux, tu vois. Une autre réflexion que je me suis faite, c'est que dans la scène où ils vont traverser un peu toutes les salles, on va passer par 15 000 époques, donc t'as les pirates, t'as les dinosaures, je sais plus s'il y a, mais bref,
Il y a Ouais. plein d'époques comme ça, Ouais. mais on passe pas par notre époque à nous. Ouais. Et le film, en fait, refuse catégoriquement de parler de notre époque actuelle, à savoir 2025, voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'il aurait pu, je sais pas, Arco, il aurait pu débarquer en 2025, quoi. Ouais, ça, bien sûr, bien sûr. Et ça, en fait, tout à l'heure, du coup, on parlait justement du rapport à l'émerveillement qu'ont les enfants et que peut avoir un enfant devant ce film, tu vois, qui est tout à fait normal et qui est tout à fait beau, en fait, comme sentiment d'émerveillement. Mais ça se trouve, cet enfant, il aurait eu peut-être moins d'émerveillement si jamais le film se passait à notre époque, tu vois. Oui, d'accord. Bah oui, ouais, ok. Enfin, si, tu vois. Peut-être, non, mais peut-être mais- pas. Non mais je Mais veux ouais, dire, comme les toutes premières scènes du film, ça se passe dans un futur qui n'a rien à voir avec le nôtre. Tu sais, en plus, ils vivent comme ça un peu en hauteur. Tu sais, t'as des nuages un peu pastel et tout. Enfin, alors c'est magnifique. Si jamais donc Arco revient dans le passé, il arrive à notre époque, bah ça fait fade en fait. Ça fait fade dans le sens, et je me mets dans la peau du moi enfant qui découvre le film. Bah ouais. Je suis pas en train de dire tous les enfants pensent ça, c'est universel. Non, c'est Ouais, quelque chose de dire ça. c'est et pour c'est ça pas vrai. j'allais dire, je pense que tu confonds ce que Arco peut ressentir et ce qu'un spectateur peut ressentir, ou que toi tu peux ressentir. Je pense que tu confonds les deux, mais c'est un avis. Bah ouais, mais est-ce que les deux sont forcément hyper éloignés que ça, tu vois? Bah ouais, oui, ok, oui. Mais enfin oui, Arco c'est un personnage et toi t'es toi. Mais oui, ok. Moi, du coup, c'est dans ce sens-là, en fait. Et ça m'explique donc le choix de Hugo Bienvenu de faire situer son action principale, en tout cas les trois quarts de son film, dans cette époque-là plutôt qu'à notre époque contemporaine, à nous, spectateurs. Donc c'est un choix qui est le bienvenu. C'est un choix qui est le bienvenu de Hugo Bienvenu. C'est vraiment un super choix parce que justement ça permet de garder à l'enfant qui sommeille en nous mais également à n'importe quel autre spectateur du monde ce sentiment d'émerveillement. Ok. Parce que moi du coup l'émerveillement j'ai cette espèce comme ça de double truc un peu positif vis-à-vis du film. C'est que d'un côté je suis ultra curieux du monde qui nous est présenté au tout début du film. Ouais. Et quand je regarde le film, quand je découvre le film, je me dis pareil, tu vois. Au tout début du film, je me dis, parce que je ne savais rien du film avant de le voir. Je me dis, trop bien et tout. Ce monde-là n'a rien à voir avec le nôtre. En plus, ils ont des tenues un peu, des espèces de pyjamas et tout. Enfin voilà. Je suis vraiment hyper stimulé, hyper curieux vis-à-vis de ce monde. Et quand je comprends justement que Arco revient dans le passé, je me dis, ah mince, je suis légèrement frustré quand même que toute cette, que tout ça en fait, que tout ce qui est futuriste dans ce film là disparaissent. Mais en fait non, parce qu'on est quand même dans notre futur vis-à-vis de nous, quoi. Ok. Et moi c'est là où vraiment du coup je trouve le film fort, c'est qu'il joue comme ça sur les deux tableaux. C'est un peu un film qui a plusieurs couches d'un point de vue donc temporel et du coup d'un point de vue d'invention pure de science-fiction, quoi. Ouais, carrément, ouais. Est-ce que t'as quelque chose à dire là-dessus? Non, je suis d'accord. C'est un mouvement c'est une super idée, ouais, de faire ce mouvement entre un futur et un futur, quoi. C'est ça. Ouais. Mm. Bon, ok, l'image de ces arbres mondes où on peut habiter sur des plateformes comme ça, l'image, je veux dire, dézoomée, on va dire, est très intéressante. Je comprends que ça ait fait un peu péter l'imagination de Hugo Bienvenu. Mais quand on se retrouve dedans, je sais pas, genre moi je trouve que le film à chaque fois dans sa séquence d'ouverture me gêne un peu. Je trouve qu'il fait un peu presque des scènes un peu publicitaires, quoi. Et là où il joue des clichés un peu Miyazaki, tu vois, genre tu sais, il y a ce plan sur une sorte de petit moulin à eau dans une toute petite rigole, là, tu vois de quoi je parle, une petite insert comme ça, Bien sûr. l'insert sur les pommes ou les tomates, je sais pas quoi, il donne à manger, bon voilà, toutes ces séquences un peu d'utopie que je trouve un peu publicitaires parce que elles valent, juste comme publicité utopiste, me dérange un petit peu et... Ouais, mais genre t'as pas eu un sentiment de curiosité vis-à-vis de ce monde-là? Bah non, du coup. Ok. Ah non, parce qu'il est tout parfait, tout génial. Et c'est là où je me dis que par l'imaginaire personnel d'Hugo Bienvenu, l'imaginaire politique personnel d'Hugo Bienvenu doit être un peu limité. Mais ça me dérange pas dans le film en tant que tel parce qu'il arrive à me transporter sur des trucs intéressants. Purement esthétiquement, j'y reviendrai, mais ouais, je pense qu'il a un imaginaire politique assez limité comparé, du coup,
c'est dommage parce que les deux derniers podcasts qu'on a fait, j'arrête pas de comparer à d'autres. À d'autres films ou d'autres réals. Ouais. Mais bon, en même temps, les deux, je trouve, ont le dernier, c'était donc la petite dernière, hein, pour préciser. Mais ouais, les deux ont des gros vases communicants avec d'autres créateurs un peu plus imposants. Et donc là, c'est bien sûr Miyazaki, et il y a des références évidentes, aussi des citations. Comme dans la petite dernière, il y a la citation, je sais pas moi, des nouilles et des pâtes. Bah là, il y a la citation de Arco sur le toit avec les oiseaux. On pense direct au château dans le ciel, ou même le fait que ça s'ouvre sur des nuages. Bon bref, il y a plein de citations. C'est peut-être pas des citations à proprement parler dans l'intention, mais quand elles arrivent au spectateur, quand c'est projeté et que le spectateur les reçoit, ce sont forcément des citations parce que tout le monde a vu le château dans le ciel. Ce que je trouve en fait être une super trouvaille, c'est que justement il nous montre un peu de ce monde très futuriste. Et ensuite, après, au bout de 5 minutes de film, on nous le coupe et on va le revoir avec des dessins. Et on va le revoir à la fin quand t'as les parents très vieux comme ça qui débarquent. Et c'est tout. On va plus jamais revenir sur ce monde-là. Okay. Et ça, du coup, je trouve que c'est une trouvaille parce que, en tout cas, moi en tant que spectateur, il a attisé ma curiosité pour ensuite couper l'herbe sur le pied. Du coup, en fait, en disant que oui, mais c'est pas forcément son sujet. Et moi, donc cet imaginaire, enfin, du coup, mon imaginaire là a été extrêmement récompensé, quoi. Parce que, voilà, j'ai encore une fois un peu ce sentiment de tiens, c'est marrant parce que je sais qu'il y a ce monde très loin dans le futur qui existe, mais un peu à la manière de Arco pour une partie du film, ou du coup à la manière de Iris, on va jamais y retourner, on va jamais le revoir ce monde-là. Alors déjà, ok. Alors premièrement, j'aimerais dire que donc tu es d'accord avec moi quand je te dis que tant mieux qu'on développe pas trop les choses, parce que du coup on peut imaginer. Donc déjà, t'as l'air bien d'accord avec moi. Ensuite, deuxième point, oui, effectivement, c'est super qu'on n'y revienne pas, et heureusement qu'on nous a montré peu de choses et tout. Donc forcément, moi je suis forcément d'accord avec ce que je dis moi aussi, mais le truc c'est que là, pour ce point précis du film, à savoir ces arbres mondes, j'ai envie de les appeler comme ça à chaque fois, mais c'est que je pense qu'il avait pas du tout assez de matière pour pouvoir en fait plus nous en montrer. Si même il avait eu l'intention de plus nous en montrer, je pense que c'était pas possible parce que on est dans une sorte d'utopie un peu vide, quoi, qui déjà tient pas trop la route. Moi je me disais comment t'arrives à respirer là-haut, comment tu te fais pas irradier par le soleil. Enfin tu vois, si t'essayes de rationaliser ça marche pas du tout. Non, parce qu'en fait tout film est quand même un minimum rationnel, tu vois. Et on a juste comme ça du coup ces 5 premières minutes et ce monde extrêmement lointain qui sont pas du tout rationnels. Oula, je trouve pas que le film soit très rationnel. Même en 2075, le monde et l'univers est pas très rationnel. Je veux dire, ce truc régi par les robots et tout, oui, bon, d'accord, mais qu'est-ce qui est rationnel ? Je trouve pas le film très rationnel. Hein. C'est quand même un minimum connecté avec notre monde actuel à nous, c'est pour ça ce que je veux dire. Ok, d'accord, mais c'est pas rationnel. Le film est pas rationnel. Hein. Il y a un moment où ils s'envolent et ils tombent de 1000 mètres d'altitude et ils vivent. Hein. je rappelle. Je rappelle que c'est un mec qui a une combinaison mais qui se transforme en arc-en-ciel. Mais parce que cette combinaison elle vient de très loin dans le futur. Ah non mais d'accord, mais c'est magique, hein. C'est pas rationnel. Le film n'est pas rationnel. Mais non mais justement, toute cette... Non mais attends, tu vas me faire péter un plomb là. Tout ce qui est magique, d'accord, vient justement de c'est quoi, genre c'est genre 2100 ou je sais plus. Genre c'est genre 2700, c'est le futur de ouf. Tout ce qui est magique vient du futur de ouf. Et en fait, à partir dans la structure même du film, justement, le futur de ouf est pas du tout rationnel. Et à partir du moment où on arrive en 2075, je crois. Mais là, non, Adam, non. Des points d'accroche de notre monde à nous. Non. C'est ça qui me plaît, moi. Non, on le disait tout à l'heure. Il y a des gosses de 9 ans qui vont à l'école en scooter volant. Mais... Non mais Adam, juste non. Le film n'est pas rationnel. Non, mais... Mais je veux dire, c'est pas un problème, c'est juste le cas, c'est tout. Et c'est ce qui fait qu'il est génial. 2075, par rapport au monde du futur de ouf, d'accord. Alors le monde de 2075 est beaucoup plus rationnel. Je dis pas qu'il l'est. Non, je dis pas qu'il l'est. Mais je veux dire. Mais pourquoi ? Mais même. Non mais d'accord, mais ça sert à quoi de dire qu'il est beaucoup plus rationnel ? Mais ça veut dire que moi, en tout cas en tant que spectateur aujourd'hui de 2025, je comprends beaucoup plus le monde de 2075 que le monde de 2000. Mais ok, mais mon ami, ceci est un tapine. Genre oui, ok, mais je veux dire, c'est quand même un monde où t'as des maisons, il y a des bulles protectrices autour des maisons, il y a des robots qui gèrent. Enfin donc non. Bon voilà, mais on s'en fout de. Mais oui, non, d'accord. Mais en fait, t'as pas compris ce que je veux. T'as pas compris où je veux en venir avec ça. Je dis juste que
Donc tu sais, il y a 2 époques dans le film. Il y a le très très loin du futur de ouf, Ouais. et t'as 2075. Ouais. Et ben, en tant que spectateur d'aujourd'hui, Ouais. d'accord, le fait qu'on voit au tout début ce monde du futur de ouf, et qu'après on arrive en 2075, qui est donc un monde qui a quand même beaucoup plus de points communs avec le nôtre que le futur de ouf, Oui. alors ça me permet de encore plus voir le monde de futur de ouf Oui. en tant que monde irrationnel. Ok, si tu veux. C'est un sens ça, tu vois. Ok, mais oui, d'accord, ok, si tu veux. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et du coup, ça me rapproche d'autant plus avec les 2 personnages principaux du film. Qui pour eux, ce monde-là est normal. Même si pour moi, il ne l'est pas. Mais alors, ce monde-là peut me paraître un minimum, je dis pas qu'il l'est, mais peut me paraître un minimum normal quand, au début du film, j'ai vu ce monde du futur de ouf qui n'a rien à voir avec le nôtre. Ok, je suis d'accord. C'est en ce sens-là. Bah, du coup, ouais, moi je voulais comparer avec Miyazaki un peu parce que c'est pour ça que je voulais dire que si il avait développé sur les arbres mondes là, ouais, ça aurait pas été très passionnant parce que je pense qu'il aurait pas eu grand chose. Parce que vu que ça tient tellement pas debout, alors que physiquement ça tient debout, mais ça peut pas tenir debout. Alors que je sais pas, dans Nausicaa par exemple, je crois à tout ce qu'il me raconte. Cette vallée du vent, je veux dire, le monde entier est atomisé, Les et puis il y insectes a. géants et tout. Ouais, voilà. Enfin, c'est pareil, c'est du fantastique. Mais le truc de la vallée du vent, qui est une sorte d'utopie aussi, bah, j'y crois. C'est une vallée où il y a du vent qui passe et qui arrive à filtrer les miasmes de la forêt toxique. Tu vois, bah, c'est une explication qui marche totalement et qui me fait croire en cette utopie et tout. Et du coup, il arrive à pouvoir développer l'utopie de la vallée du vent, tu vois. Mais là, il pouvait pas du tout la développer parce qu'elle repose sur rien, quoi. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Non, là-dessus j'entends. Et du coup, heureusement qu'il la développe pas parce que s'il l'avait développé, ce serait. Parce qu'en fait, tu le vois dans les 4 premiers plans, en fait, qu'elle tient sur rien du tout, quoi. Oui. Comme ça, t'as des moutons sur ces trucs, enfin, bref. Mais non, mais parce que du coup, alors, c'est un monde justement qui ne tient Oh, un pas Playmobil debout, géant. C'est un monde justement qui n'a aucun sens volontairement. La preuve, la seule fois où on le revoit, encore une fois, je le redis, mais c'est avec un dessin, tu vois. C'est un monde qui est fait pour être un monde fantasmé. Et pour moi, justement, c'est un monde qui est pensé. Oui. Donc, encore une fois, on parle du futur de ouf, tu vois. Oui. Pour fonctionner uniquement d'un point de vue d'imaginaire d'enfant. Oui, parce que en plus, c'est l'intention du Go Bienvenu. Il était en mode tous les trucs par exemple, de fin du monde, d'écologie, de catastrophes naturelles et tout. Comment réussir à faire un truc positif là-dessus et comment réussir à nourrir l'imaginaire des enfants là-dessus. Et apparemment, il a construit un peu son truc autour de ça, quoi. Il avait envie de mettre du positif dans la tête de nos enfants. Mais moi, il y a un autre truc dont je veux parler, c'est que tous les personnages sont passionnants. Et la petite Iris, moi, je peux la regarder pendant des heures. Vraiment, je la trouve, enfin, vraiment, comment ils l'ont. Le rendu qu'ils en ont fait, physique et tout. Oui, tous, mais elle particulièrement, je trouve que c'est vraiment le personnage fort du film. Bon, c'est le personnage principal, mais. Ok, Elliot, super. Mais je veux dire que elle, graphiquement, il y a un truc de. Tu vois, tu sais, ça. Le fait qu'elle a un peu une grosse tête. Enfin, c'est un truc proprement enfant, mais je sais pas, tous les enfants n'ont pas une plus grosse tête que leur corps de cette manière-là. Genre, toutes ces expressions et tout. Oh, toi, tout à l'heure, tu parlais du moment où elle fait le dessin de l'arbre monde et tout, là, de son monde à lui. Et il y a le moment où il se drague avec des mots d'oiseaux. Oh là là, mais c'est incroyable. Et les expressions qu'elle a et tout. C'est vrai qu'en plus, on sait juste une chose, c'est qu'elle a pas encore 12 ans. Parce que, genre, j'ai le même âge. Mais j'aurais pas à voir. Il y a des scènes où elle a 7 ans, tu sais, quand elle est dans le bain au début, avec son petit frère et qu'elle est en train de jouer avec le robot qui fait des expressions, etc. Ouais. En vrai, j'en ai déjà donné 2, désolé. Et oui, ouais, et du coup, il y a plein de moments comme ça où elle a 7 ans et par exemple, quand elle se drague avec Arco et avec les noms d'oiseaux, là, elle en a genre 15-16, tu vois. Je suis pas d'accord. Bah si, mec. Non, je suis pas d'accord, elle a vraiment des réactions de quand tu te dragues à 8-9 ans. Peut-être pas cette scène-là, mais il y a plein comme ça de moments où elle fait beaucoup plus grande. Je suis pas d'accord. Mec, À quel moment? Bah par exemple dans la scène de la course-poursuite à la fin, tu sais quand ils sont en train de s'échapper, ou tu vois, ou alors tu sais quand elle essaie de grimper là sur l'espèce de dôme qui est en train de se refermer ou truc comme ça. Elle a totalement la physicalité d'une enfant de 8 ans quand elle essaye de sauter, elle galère et tout, elle peut pas, elle fait un mini saut et tout comme des gamins qui savent pas encore très bien sauter. Ah moi je me suis pas, moi j'ai eu vraiment j'ai eu le pas du sentiment tout. inverse. Elle a 8 ans de début à la fin. Mec, en tout cas moi c'est pas eu ce que j'ai eu comme sensation, tu vois. Ouais, d'accord, mais ça vient de quoi?
Parce que tes sensations toutes seules, elles valent rien. Non mais parce que dans la manière même dont elle parle et tout, pour moi cette enfant, genre elle a pas 8 ans, tu vois. Dans la manière dont elle parle, dans la manière... Quand elle parle à ses parents, comment... Si. Mais, genre la manière dont elle fait, dont elle fait les plans avec Arco pour essayer de s'échapper, etc. Moi c'est plein de trucs, pour moi elle a pas 8 ans du tout, tu vois. Justement, non mais genre moi tu sais je vois, pour moi à ce moment-là on est dans les, on est dans les films d'aventure avec des enfants qui ont 15 ans, tu vois. Ok, bah je suis pas d'accord, mais ok. Soyons d'accord de pas être d'accord. Exactement, soyez d'accord de notre désaccord. Ouais, on a traversé le... Excuse-moi, t'as du feu par hasard? Ah, trop bien. Ah oui, par exemple, genre quand je regardais, tu sais, à la fin, quand tu comprends qu'en gros Iris c'est elle qui va inventer ces trucs-là et tout, que tu la vois aller à l'université, puis je sais pas, genre, elle devient une sorte de super ingénieure ou je sais pas quoi, tu vois. Et on voit des modélisations 3D qu'elle fait de ces mondes, le dessin qu'elle en a gardé et tout, donc on comprend qu'elle invente ça. Et tu sais, moi en regardant ces trucs, je me disais, ouais, c'est vraiment une utopie, mais je veux dire, cette utopie, elle a pas trop ma sympathie politique, quoi. Parce que je me disais, tu vois, je regardais ces petites plateformes là avec ces arbres parfaits et tout, je me disais, ok, mais du coup, comment il les a dessinés, c'est qu'il a vraiment, je sais pas comment définir ce type d'utopie, mais en tout cas, il a jamais pensé il a pour lui, c'était, ah si, elles sont totalisantes, quoi. Genre, je me suis dit, si quelqu'un s'adapte pas à ce type de monde, tu vois. Bon, bah, parce que voilà, on peut encore dire que c'est un film doudou et tout, parce que pareil, il n'y a pas. La seule dialectique qu'il y a, c'est entre les robots aux yeux bleus et aux yeux rouges. Et ça, c'est intéressant, c'est ce qui crée une tension formelle que je trouve très intéressante. Et du coup, cette utopie, elle est vraiment. Je me disais, ouais, si t'es pas adapté à ce monde-là, je me disais, enfin, ça avait l'air trop propre, tu vois, avec tous ces. Je me disais, si quelqu'un fout le bordel et un peu chaotique, il y avait très peu de chaos, donc, enfin, tu vois, c'est là où je le trouve un peu trop gentil, le Hugo Bienvenu, quoi, mais c'est un détail. En même temps, avec un nom pareil, tu peux pas être méchant. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est tout même, c'est Hugo sans âge, donc tu vois, c'est très propre, quoi. Ouais. C'est Hugo sans bruit parasite. Ouais, c'est ça. Tu vois, justement, le fait que le film soit gentil, bah, ça revient avec ce qu'on disait avant, du fait que tout film soit vu du point de vue des enfants, en fait. Ouais. Je veux dire, c'est pas nécessairement dans ce cas-là un défaut que le film, justement, soit gentil et soit sans conflit, quoi. Ouais. Encore une fois, c'est un film où il n'y a pas de méchant. Non, et c'est dans la. Moi, je trouve que encore une fois, c'est dans la grande tradition de Miyazaki de faire des. Il n'y a pas de binarité. Il n'y a pas le gentil, le méchant. Mais dans les gentils, on peut. Il y a autant la possibilité d'un méchant que d'un gentil, et c'est ça qui est génial. Moi, il y a un autre truc. Les deux moments où je suis les deux fois que je l'ai vu où j'ai été ému, c'est le moment. Parce que là où Mickey, ce personnage, devient génial, c'est ce moment où il veut absolument sauver Iris et Arco et qui court au milieu de l'incendie. Ouais, tu sais qu'un bébé accroché à lui. Alors déjà oui, ça c'est génial, je veux dire, moi c'est là où il se passe quelque chose de génial dans l'art, c'est que si là tu vois, là en tant que personne, en tant que sujet social, je serais assez facilement contre l'avènement d'une société autant robotisée. Je serais facilement contre. Il n'y a jamais un moment où dans la vraie vie je pourrais m'émouvoir qu'un robot prenne en charge un bébé. Moi je serais contre ça, tu vois, d'un point de vue de société. Et c'est ça qui est génial dans l'art, c'est que là on me donne à voir un robot qui porte un bébé, qui porte la vie et qui va porter l'humanité et la vie humaine dans une grotte. Et je peux m'en émouvoir parce que je suis au cinéma et que la façon dont il a rendu ça peut m'émouvoir. Genre le moment où il court avec Arco, Iris et le bébé, eux qui sont sur ses épaules, lui il tient Iris sous son bras et le bébé qui tient dans ce sac bébé là, et qui court pendant l'incendie de forêt. Et qu'on voit, il y a ce moment où il y a un oiseau qui passe au-dessus et Mickey lève la tête en courant et regarde l'oiseau. Ce plan est génial et me donne des frissons de ouf. De genre, j'ai jamais vu ça d'un robot qui va être qui porte l'avenir en fait. Tu vois, genre c'est le pari fou de l'art où on peut humaniser des robots. C'est le pari de Kadik de Blade Runner.
et que je retrouve ici et que je trouve une émotion similaire. Mais tu vois, ouais, non, le film m'attrape par plein de trucs comme ça parce que... Ouais, moi, tu vois, justement, du coup, tu parlais de films qui t'attrapent. Moi, j'ai pas encore... en fait, je vois toutes les qualités du film, mais j'ai pas ce truc intime où il va m'attraper, tu vois. Genre, le film peut m'émouvoir, tu vois. Le film m'a émotionnellement, mais est-ce que maintenant le film arrive à grandir dans ma tête? Je suis pas sûr. En tout cas, après, je vais le laisser respirer, tu vois, aussi. Ouais. Voilà, parce que, du coup, encore une fois, on vient de le voir et direct le film, on l'agresse en faisant une émission, tu vois. Mais... Après, moi, c'est ce que je trouve intéressant dans le format qu'on est en train de développer, carrément. C'est qu'on... Je sais pas, genre, comme si on avait fait un documentaire sur certains cinéastes débutants qui sont en train d'apprendre le cinéma en même temps qu'ils sont en train d'en faire. Bah nous, on est en train d'apprendre le geste critique en même temps qu'on le fait, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ce que j'apprécie par ce format. Et du coup, c'est tout le but aussi de ce format-là, c'est bon, c'est bon, on regarde le film, hop, on lance et on voit ce qu'il en sort. Et là, on est total en impro depuis 1 heure, quoi. Ouais, alors que si on s'était mis si on s'était enfermé dans une pièce 2 semaines après avoir le film, on aurait été sûrement plus pertinent de notre point de vue critique, mais je sais pas, ça aurait été un peu fake parce qu'on n'a pas du tout le recul personnel pour être des critiques accomplis et qu'on est en train d'inventer notre propre geste critique, donc ce serait un peu mentir aux gens que de s'asseoir dans une pièce. Non, carrément. Voilà, on n'écrit pas dans une revue depuis 10 ans, on n'a pas tout le bagage culturel pour être des critiques accomplis, donc assumons notre réelle position, quoi. Voilà, notre réelle position de jeunes qui font Paris Cinéma en marchant dans la rue à la base, quoi. Voilà. Non mais grave, genre c'est la base de ça et du coup c'est aussi la base de ce format. Moi juste j'ai très hâte de voir les prochains films de Hugo Bienvenu par contre. Bah moi aussi c'est ce que j'ai envie qu'ils prennent encore plus ses marques, quoi. Parce que j'ai pas trop insisté, enfin si, j'ai souvent parlé de Miyazaki, mais j'aurais pu encore plus insister. Je veux dire, son film dépend de beaucoup de références. Est-ce qu'il va pouvoir faire entièrement son propre film à un moment? Bah franchement, vu les promesses qu'il a, moi je serais très heureux de voir ça, quoi. Ouais. De toute façon, là, il va avoir toutes ses portes d'entrée pour d'autres longs métrages. Le film fonctionne quand même bien. Il me semble, ouais. Il est quand même bon, bouche à oreille, etc. Tu vois, il a eu un prix à Annecy, donc voilà. Donc là, on attend de voir ce que ça va donner, mais ça peut donner que du bon, on espère. Bah voilà, je pense qu'on peut dire, on peut donner nos salutations au public et dire à la prochaine à Hugo Bienvenu, et voilà. Bah tout à fait, salutations publiques et à la prochaine, Monsieur Bienvenu.